Alors, nous avons, pour 3 raisons, entrepris la démarche anglo-saxonne qui est de demander de venir avec la gamelle. D'accord. La première, et c'est la toute première, elle paraît très originale parce qu'on a l'impression que c'est plutôt une démarche individuelle, puisque c'est chacun sa gamelle. Elle contribue à la pluralité et au communautarisme d'une manière assez étonnante. Pourquoi? Parce que, enfin pas le communautarisme, mais le sens de la communauté. Quand vous venez avec votre petit repas, vous racontez une histoire de votre famille, avec le menu, etc. Et vous racontez aussi l'histoire de votre vie. Si vous êtes chrétien ou musulman ou non-croyant, tout se voit par le repas. Il y a beaucoup de choses qui se parlent. Et c'est très français de dire que par le culinaire, toute une culture transpire. Et donc c'est beau et c'est fort de voir le regard bienveillant et accueillant de l'autre dans sa différence par le repas que l'on est en train de déguster, en même temps de le voir dégusté par quelqu'un d'autre, et même on se pose des questions sur les menus, etc. Donc ça contribue à la réception de la différence de l'autre, et c'est une excellente chose. Deuxième point, sur le plan économique, il n'y a pas photo. L'école dépense et fait dépenser aux parents, surtout les établissements privés, énormément d'argent autour du dispositif de la cuisine. Oui. Voilà, le personnel, les critères d'hygiène, etc., s'accumulant, font qu'en fait nous sommes réellement coincés. Et nous serions amenés à demander des sommes absolument astronomiques, et donc ça, nous ne le voulons pas. Voilà. Nous ne le voulons pas. C'est une chose absolument essentielle. Donc là, sur le plan économique, comme sur le plan communautaire, la gamelle apporte quelque chose. Troisième élément, et vous pouvez le voir, je le mets en troisième élément, c'est pas ce que nous allons chercher en premier, c'est un véritable soulagement sur le plan des polémiques des menus. Moi, l'affaire, elle est réglée. Il faut être lucide, j'ai quand même 70% de musulmans dans cette école. Il est évident que j'ai aussi des enfants allergiques, j'en ai à peu près 5. J'ai quand même 10% 10 à 15% de chrétiens qui ont besoin de prendre du poisson s'ils le souhaitent à des moments donnés, le mardi et le vendredi. Donc voilà, eh bien le menu se gère par la famille et c'est une excellente chose. Tout revient et tout redémarre de la famille en ayant cette famille l'intelligence et bien justement de percevoir qu'il n'y a aucun jugement à partir du menu de l'autre. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, un musulman ne va pas nous faire tout c'est le cas de le dire, un cake, parce qu'il nous voit manger du porc. Et réciproquement, nous n'allons pas taquiner le musulman parce qu'on mange du porc et qu'on veut l'humilier. Donc ça, c'est très très bon, c'est français, ça remonte bien au-delà de l'histoire de la République, c'est profondément français. Sous les différents régimes, et notamment le Royaume de France, il y avait cette pluralité, n'en ayons pas peur. Ça suppose quand même des familles responsables. C'est très juste ce que vous dites. Alors, il y a une envie de se poser, de se stabiliser, de se structurer et de se responsabiliser. Tous ces mots sont choisis de manière très précise. Et vous avez effectivement des enfants qui sont dans la dynamique de la responsabilité et qui sont contents d'avoir la possibilité de l'exercer et de le pratiquer avec les professeurs en collaboration. Mais vous en avez d'autres qui le désirent mais ne savent pas comment faire. Et ils vont l'apprendre. Sincèrement, nous sommes à 50-50. Nous avons 50% des parents qui viennent ici et qui n'ont absolument pas l'expérience de vivre ce qu'ils vont vivre avec nous, c'est-à-dire cette présence des parents. Alors, nos collègues d'à côté disent « Oui, mais alors vous voyez, vous êtes gâtés, vous avez vos parents. » Mais ça fait partie du contrat. C'est-à-dire que les parents ne viennent pas, l'enfant s'en va. Alors on dit, ben oui, mais c'est un peu injuste parce que nous, l'école publique, on ne peut pas. Oui, c'est vrai. Et c'est là où il faut réformer. Et il faut aussi donner, peut-être, dans nos établissements publics, la possibilité aux professeurs d'avoir cette disponibilité et cette force extraordinaire de collaborer avec les parents.
et de les faire grandir. Parce que de toute façon, quand on élève et on éveille un enfant, il y a un moment donné où humblement le professeur, quel que soit son âge, quel que soit son titre, doit humblement, je le dis bien, parce qu'autrement il ne faut pas qu'il se prenne trop au sérieux, mais humblement servir aussi la formation des parents. Alors. Et ça veut dire que les familles dans lesquelles les difficultés que rencontre l'enfant sont principalement causées par une relative absence ou une totale absence d'autorité ou d'implication des parents, vous aurez du mal à... Ne croyez pas ça. Il y a eu une énorme cassure quand on avait nos bars et tout, qui sont d'ailleurs toutes tombées. Ouais. Il y avait une fracture entre effectivement la vie de famille, la vie dans les quartiers et la vie de l'école. Pourquoi ? Parce que chaque institution s'offrait au petit programme quotidien de l'enfant. Et l'enfant, comme dans un magasin ou comme dans un jeu, tirait un tiroir et fermait les deux autres. Ouais. C'est-à-dire il tirait les familles et du coup les deux autres étaient fermés. Et quand il sortait au quartier, il ne voulait plus entendre parler de la famille ni de l'école, etc. Ouais. Donc l'école c'était plutôt la France, le quartier c'est le quartier et la famille c'est son histoire. Parce qu'il faut savoir que les familles d'origine étrangère, qui pour la plupart commencent même les parents à être déjà nés en France, donc sont bien français, restent marqués. Et ce n'est pas négatif, mais il faut être vigilant, reste marqué d'une manière très forte par la culture dans laquelle ils vivent. Et pourquoi ? Parce que nos magasins, quand vous allez dans les grandes surfaces aujourd'hui, c'est pas comme il y a 20 ans, vous avez des rayons énormes qui vous permettent de manger les recettes et la culture. Vous allez dans des magasins d'habits, vous pourrez avoir les vêtements qui ne sont pas des vêtements de culture française. Et donc vous pouvez... sans le vouloir et avec une affection tout à fait légitime, recréer comme une ambassade un îlot de ce qui n'est pas du tout cohérent avec l'amplitude, enfin avec la dimension absolument fantastique que s'est ouvert et qui a donné l'opportunité à l'enfant d'être le Français d'aujourd'hui. Le Français d'aujourd'hui, c'est ce que je dis à nos gamins, c'est de ne pas renier nos familles, de ne pas renier notre histoire. Mais non plus de ne pas renier, de ne pas avoir peur de la France. C'est de recevoir tout ce que l'on est et tout ce que l'on est dès le départ. C'est-à-dire qui je suis. Je suis français avec cette grande richesse familiale. Et l'école doit contribuer finalement à encourager les parents à faire tomber les barrières entre l'école et la famille, de façon à ce que finalement, à l'école, on ait les mêmes acteurs, c'est-à-dire papa, maman, à l'école, ils sont là, ils sont présents et ils donnent leurs exigences. C'est pour ça que quand je rencontre les parents, je leur dis, avez-vous écouté des informations ou écoutez-vous les informations du pays de vos ancêtres et du vôtre peut-être, ou du pays de vos enfants, c'est-à-dire la France. Est-ce que vous avez des livres français, écrits en français ? Alors, et à ce moment-là, j'ai certains parents qui baissent la tête, qui disent non. Et je dis, comment voulez-vous que ça marche ? Un enfant est quelqu'un de normal, c'est un être normal. Il grandit et s'épanouit dans le milieu dans lequel on lui donne de s'épanouir. Si vous avez un milieu qui est complètement sectorisé, il va se cloisonner. Et lui n'aura pas cette dimension universelle que vous, par contre, vous avez eue et qui vous a permis de vous installer en France. Lui, il n'aura pas ça. Il aura comme une frustration. Donc, il faut l'aider à être ce que vous êtes devenu, c'est-à-dire universel, tout en ayant dans votre cœur et dans votre âme ce qui coule dans votre sang, c'est-à-dire l'histoire du pays d'origine où vous êtes. Et ça, il faut le dire doucement, il faut le dire tranquillement. Il ne faut pas convaincre, il faut le dire. Et s'éveille chez les parents comme chez les enfants quelque chose de très beau, c'est-à-dire je suis le Français d'aujourd'hui. Alors, je ne veux pas fabriquer un Français de 1840 ou de 1750. Je veux tout simplement réveiller et éveiller le Français de 2015. C'est tout. Et je le reçois. Ce Français ne s'appelle pas Charles-Édouard, il s'appelle Mohamed. Et il ne vit pas avec Jacques-Henri, il vit avec Eduardo, avec Thiago et avec Frédéric. Eh bien très bien. Pourquoi on va être complètement catastrophé
Et je ne suis pas le démago en train de dire « peace and love ». Je ne suis pas ça. Je suis tout simplement en train de recevoir le pays qui se construit et qui se présente et qui est le pays aussi de demain. Et ces enfants, eh bien, ils seront des amoureux de leur pays parce qu'ils se sentent chez eux et pas dans une cellule au cœur d'un monde pas facile à gérer. Donc il y a une autre barrière qui est en train de tomber, et c'est pour ça qu'on fait tomber les bars, on fait tomber les grands immeubles, et qu'il y a des équipes de gauche comme de droite, municipales, qui rentrent dans une dynamique où en fait l'enfant ne va pas non plus dans son quartier avoir une règle et une culture de quartier. Mais qu'ils sentent aussi la France sécurisée, la France qu'il est, lui, sans tomber dans le piège des codes de racailles ou de voyous. Ouais. Voilà. Espérance banlieue s'installe comme un outil de complémentarité avec des établissements qui sont inscrits depuis 30 ans et 40 ans dans des quartiers. Ouais. Le terme banlieue montre que notre vocation est l'objectif d'être présent dans les banlieues. Oui. D'accord. Pourquoi Espérance banlieue s'installe en banlieue? Parce que nous sommes une école. Non pas parce que nous allons rentrer dans la dynamique du ghetto banlieue. Nous sommes une école française avec son originalité qui est hors contrat, mais qui justement représente bien la France, c'est-à-dire cette dynamique ouverte, cet esprit de voir qu'on peut aller au-delà du public, qu'il y a du privé, qu'au-delà du privé, il y a aussi le hors contrat. Donc ça montre l'intelligence de l'histoire de notre pays, de la construction de notre pays sur le plan de l'éducation. Donc cette intelligence doit s'installer et doit être présente dans nos quartiers. Parce que nos quartiers, c'est la France. Voilà. Donc je ne vais plus entendre quelque part parler de banlieue. Nous ne sommes pas venus ici faire du social. Nous sommes venus ici former des jeunes parce qu'il y a des jeunes. Voilà. Nous formons les jeunes comme avec les compétences que nous avons pour former des jeunes de centre-ville et de quartiers très chics avec des noms à rallonge. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. D'accord ? Donc là, j'ai pas de foulard Hermès, j'ai des foulards musulmans islamiques. Ça ne m'embête pas du tout. Le principal, c'est que je rejoigne ses parents, que je rejoigne leur désir de structurer leur enfant, et que ce corps professoral puisse répondre à cette mission qui leur est chère au cœur et à l'âme, c'est-à-dire transmettre leur savoir à des enfants qui ont besoin de grandir et de se structurer. Voilà, c'est tout. Donc bien évidemment que cette école peut être partout. Et elle doit s'installer à partir du moment où il y a un besoin de complémentarité. Il n'y a pas de concurrence, mais de complémentarité. Alors maintenant, va-t-on aussi envisager d'installer un dispositif, cette fois-ci comme objectif et comme décor la campagne et le rural? Je pense que dans l'état d'esprit de la Fondation Espérance Banlieue, c'est une évidence. Il y aura une antenne Espérance Campagne ou Espérance Rurale. C'est une évidence. Connaissant nos créateurs et nos fondateurs, c'est une évidence qu'on y arrivera. Voilà. Et on en parle déjà. On en parle déjà parce qu'il y a un vrai besoin également dans le monde rural. Et c'est une évidence. Vous terminez peut-être sur l'avenir. Qu'est-ce que l'avenir à court terme, c'est constituer autant d'établissements qu'on en aura les moyens? Ah oui. Alors, bon, là encore, je ne suis pas à même de répondre pleinement à la question parce que je suis, voilà, je ne suis pas le président de la fondation. Alors bien sûr, on pourrait dire Inch'Allah, mais bien évidemment, notre grand désir est de répondre aux besoins et les besoins se multiplient. Nous n'avons que 3 ans et demi d'existence et nous sommes déjà très frappés par le nombre de candidatures déjà de professeurs et très généreux, de directeurs. Nous sommes aussi très frappés par tous les besoins
qui nous sont sollicités. Il y a des mairies qui sont intéressées, qu'elles soient de gauche comme de droite. Il y a des secteurs de banlieue et des quartiers de banlieue qui sont très intéressés par ce dispositif. Il y a une attente même de collaboration des établissements publics voisins, donc c'est quand même très intéressant, ça devient vraiment une dynamique forte. Donc oui, je pense que pour que Espérance Banlieue arrive à tenir, il faut de toute façon qu'on atteigne l'objectif de 20, mais ça va sans difficulté. Pourquoi l'objectif de 20? Parce qu'on va arriver certainement à un équilibre, mais il va falloir aussi et encore réfléchir sur l'engagement local et l'engagement national d'encourager un tel outil. Ouais. Et il va falloir trouver quelque chose pour cela. Nous avons eu un colloque le 4 avril où il y avait une vraie discussion dans ce sens de l'encouragement et de la reconnaissance de cet outil. Et je reste plein d'espérance par rapport à cela. C'est une évidence que le type d'établissement Cours Alexandre Dumas et les autres écoles qui sont fédérées par Espérance Banlieue, je suis absolument certain qu'ils vont se développer. Ce sont des établissements qui vont se développer et qui vont naître dans les années à venir. Cette année, nous comptons 4. L'année prochaine, 4 à 5 nouveaux établissements s'ouvrent. Donc vous voyez, cette année, voilà, nouveau. Donc cette année, nous avons en 2015-2016 eu 2 établissements qui sont ouverts. Nous sommes certains qu'il y en ait 3 qui s'ouvrent. Nous en avons encore 2, mais nous sommes en avril, donc avec l'expérience qu'on commence à avoir, nous commençons à pressentir que finalement ils vont s'ouvrir aussi. Donc nous allons nous retrouver entre 4 et 5 établissements l'année prochaine ouverts en plus. Donc nous allons monter à 9. C'est logique. Fort de ce que j'ai observé depuis le début, à partir de mes 8 élèves, et je dirais aussi quelque chose de très important, c'est que ces établissements vont démarrer et continuent à se créer et font des petits parce qu'il n'y a pas une appropriation de l'œuvre par une personne. Voilà. Ce sont des gens qui déclenchent des équipes qui se co-responsabilisent, et il y a quelque chose qui m'est profondément à cœur, c'est le corps professoral. Un établissement comme le Cours Alexandre Dumas a connu déjà 2 corps professoraux distincts. Nous sommes au 2e corps professoral. Ce sont c'est plus qu'une équipe. Ce sont des co-créateurs, des personnes qui structurent l'établissement, qui donnent corps à l'intuition et aux valeurs mêmes de l'établissement, et qui aujourd'hui maintenant sont dans l'étape sur le plan académique à donner une intelligence et une pertinence de plus en plus palpable et adaptable pour l'école. Et ça, c'est quelque chose de très très important.